Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale. Terre nourricière s'il en est, la Bretagne est économiquement et socialement dépendante de son agriculture. Le poids est tel qu'entre la filière amont et aval, l'agri-agro représente plus de 172 000 emplois dans notre région. Durant une heure, nous allons parler d'avenir et tenter de comprendre si oui ou non ce pan de notre économie et de notre culture a encore de beaux jours devant lui. Si nous organisons cette émission aujourd'hui, c'est qu'en ce moment, les chambres d'agriculture renouvellent leurs bureaux. Tous les 6 ans. Ces élections donnent l'impulsion ou du moins une direction économique, sociale et environnementale à la politique agricole française. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le modèle change, la mondialisation est là et en 2050, nous serons 10 milliards sur Terre et autant de bouches à nourrir et qu'il faudra, quoi qu'il en soit, il faudra qu'on s'en occupe. S'ils veulent tous une agriculture exemplaire pour la Bretagne, les représentants des 3 principaux syndicats agricoles ont une vision bien différente et nous allons en parler. L'émission sera résolument tournée vers l'avenir et notamment la jeunesse. Aujourd'hui, le renouvellement des générations est une question cruciale, une thématique que l'on abordera avec Rémi Maire, auteur de l'essai « Dans la tête d'un jeune agriculteur » aux éditions Skolvreis. Rémi Maire a rencontré une vingtaine de jeunes agriculteurs qui ont aussi une vision et des aspirations pour l'agriculture de demain. Autour de la table, les 3 représentants des principaux syndicats agricoles, 2 femmes et un homme, et c'est suffisamment rare pour le signaler. Donc aujourd'hui, honneur aux femmes. Isabelle Alain, bonjour. Bonjour. Vous êtes tête de liste de la Confédération paysanne des Côtes-d'Armor. Vous êtes agricultrice en lait à Ploubert, dans les Côtes-d'Armor, du coup. Véronique Lefloc, bonjour. Bonjour. Vous êtes agricultrice et productrice de lait aussi, et tête de liste de la coordination rurale et secrétaire générale de la coordination rurale au niveau national. Et à vos côtés, mesdames, André Sergent, qui est producteur de lait, de porc et d'énergie. On en parlera bien sûr, si je dis énergie, c'est que ça a un sens, dans le Cap Sizun. Et André Sergent brigue un nouveau mandat à la tête de la Chambre d'agriculture du Finistère avec la liste FDSEA JA 29. Merci à vous de votre présence ici. Nous ferons en sorte que cette émission soit accessible et intelligible de tous. On va commencer par une question simple. André Sergent, quel est le rôle de la Chambre d'agriculture ? Alors, de façon très synthétique, en fait, une chambre d'agriculture, elle a un rôle ou une mission consulaire. C'est-à-dire que vis-à-vis des intérêts des agriculteurs et de l'agriculture, l'organisme qui représente en fait ces agriculteurs, c'est bien la chambre auprès des services de l'État et aussi des politiques. Ensuite, on a aussi un rôle, notamment dans l'installation des jeunes et aussi dans le départ en retraite pour la fin de la carrière. Et à côté de ça, bien sûr, durant toutes les années d'activité, c'est ce qu'on appelle le rôle dans le développement technique, notamment au travers de sa recherche appliquée, en lien avec les instituts, avec l'INRA, où là, une chambre se doit de trouver et de proposer aux agriculteurs le champ des possibles, sans être dans non plus une logique de dicter les choses. Alors justement, les 3 principaux syndicats sont réunis autour de la table. La coordination rurale, elle a un rôle aussi. Des fois, elle peut dire justement ce qu'elle pense au niveau des chambres. C'est un contre-pouvoir, c'est dans l'opposition, comme on dit. Quel rôle avez-vous ? Alors disons que quand on est dans l'opposition, le rôle il est minime, il est très réduit et sachant que justement les chambres doivent être l'interface avec l'agroalimentaire, le para-agricole, les élus, les consommateurs, le collège des exploitants doit être entièrement indépendant de l'ensemble en fait des autres syndicats, indépendants des syndicats et indépendants de tout ce qui tourne autour et des autres collèges. On doit être un vrai contre-pouvoir et il faut que notre voix soit aussi entendue, en fait, la voix de tous les syndicats, même s'ils sont minoritaires. Isabelle Alain, justement, vous réussissez à jouer ce rôle-là ? Alors c'est, comme disait Véronique, c'est assez compliqué parce que le mode de scrutin actuel, en fait, voilà, il n'est pas à la proportionnelle. Donc à partir du moment où on est minoritaire, on devient, vu le mode de scrutin, ultra minoritaire. Donc effectivement, porter une autre voix au sein de la Chambre d'agriculture, c'est très compliqué. Et du coup, faire ce contre-pouvoir et essayer de faire avancer des choses dans un sens un peu différent, au sein de la Chambre, c'est très compliqué. Est-ce que les élus des chambres aussi font la politique agricole française ? Est-ce que vous avez un poids et voix au chapitre par rapport au ministre Didier Guillaume, qui est votre ministre de tutelle aujourd'hui ?
Bien sûr, parce que dans l'organisation en fait, des chambres d'agriculture, ici c'est bien une élection départementale, ensuite on a aussi une organisation régionale et enfin une organisation nationale. Et c'est à cet échelon qu'effectivement on a l'occasion de rencontrer aussi les différents ministères et notamment notre ministre de l'Agriculture. Alors l'avenir se dessine réellement aujourd'hui, mais avant de parler de demain, André Sergent, vous représentez la FDSEA. Quel bilan faites-vous de votre mandature? Alors, vous êtes le sortant au niveau du Finistère. Alors, je parlerai de deux choses. D'un côté, les chambres d'agriculture et de l'autre côté, nos exploitations agricoles. Pour les chambres d'agriculture, donc nous sommes des organismes consulaires, comme je le disais tout à l'heure, vous n'êtes pas sans savoir que dans notre pays, les chambres consulaires ont quand même été mises à mal depuis quelques années, là, notamment par la raréfaction de l'argent public. Maintenant, entendez aussi, et notamment les agriculteurs, au niveau des chambres d'agriculture, il y a 8 ans que les taxes que payent les agriculteurs et les propriétaires fonciers pour les chambres d'agriculture n'ont pas augmenté d'1 centime. Quand je suis agriculteur, je trouve que c'est normal. Par contre, quand on est à la tête d'une organisation telle qu'une chambre d'agriculture, ou une organisation de service, on va dire, en France, on est sur des augmentations de charges de 2 à 3% l'an. Et par rapport à ça, pour trouver les équilibres, c'est tout sauf simple. D'où dans cette mandature, l'objectif qu'on a eu de régionaliser nos chambres d'agriculture. Et aussi, pas que économique, pour aller dans la décision. On voit bien aujourd'hui que les décisions stratégiques sur l'agriculture ne se prennent plus à Quimper ou à Saint-Brieuc, dans les départements. Elle est bien prise à l'échelle au minimum régionale. D'où cette organisation régionale. Véronique Le Floch, quel regard vous portez sur la mandature précédente ? Eh bien, disons que le bilan, vous allez dire c'est normal d'un point de vue d'un syndicat minoritaire. Le bilan d'un point de vue social, il n'est pas satisfaisant. Avec en Bretagne, si on regarde les 3 dernières mandatures, on a perdu quand même 25 000 exploitants, on a perdu plus de 21 000 exploitations. On perd chaque année en net, malgré les installations, plus de 1000 non-salariés. Et on crée très peu d'emplois. Quand on regarde qu'on n'est que sur une 40aine d'emplois permanents créés chaque année en Bretagne, ça fait 10 par département en moyenne. Donc ça, c'est catastrophique. Le point de vue social, il faut faire en sorte que l'agriculture attire de nouveau. D'un point de vue financier, la gestion des chambres d'agriculture est déplorable et ça, c'est regrettable, malgré les rentrées qui ne rentrent pas et malgré... qui n'augmente pas. D'un point de vue moral, l'utilisation de l'argent des chambres aussi est à déplorer, les voyages, tout ça. Et d'un point de vue terrain, l'absence, ce qu'on entend de la part des agriculteurs, les chambres ne sont pas accessibles à tous. Et ça, il faut l'entendre. Il y a un point alors, que je ne peux pas laisser dire. En fait, effectivement, le nombre d'exploitations, il se réduit depuis une quinzaine d'années de 2 à 3% l'an. Et donc, le nombre d'exploitants aussi. On a perdu en nombre d'exploitants. Par contre, en nombre de salariés à la production totale, pas que dans nos exploitations agricoles. Aujourd'hui, on a aussi des salariés parce qu'on a modifié nos façons de faire dans les CUMA, dans les entreprises travaux agricoles et je ne sais encore dans les groupements d'employeurs. Donc, en fait, la somme de ce qu'on perd en exploitant, on la retrouve sur les salariés. Ce qui fait qu'on se retrouve, et d'ailleurs le département du Finistère est le premier, je crois, en Bretagne, où le nombre de salariés devient aussi important que le nombre d'exploitants. Isabelle Alain. Enfin, moi, je veux dire que je ne suis pas d'accord. De la Confédération paysanne. Voilà, dans le sens où nous, on est des syndicats à vocation pour défendre les agriculteurs. Et effectivement, que le nombre des agriculteurs chute, mais qu'il y a plus de salariés, moi, en tant que paysanne, ça ne m'intéresse pas. Je veux avoir des voisins demain, donc je ne veux pas qu'il y ait des salariés. Voilà, c'est bien de créer de l'emploi salarié, mais notre objectif premier à nous, en tant que paysans, devrait être de défendre l'emploi paysan. C'est un autre métier que de défendre l'emploi salarié, et pour ça, il y a des syndicats de salariés. Donc nous, on est bien là pour défendre le nombre de paysans demain. Et donc le bilan social, il va sur le nombre, il va aussi sur le revenu des paysans. Enfin, c'est le constat qui est fait globalement par tout le monde. La question du revenu, à l'heure actuelle, on n'y est plus du tout. Et ce, quand même dans la majorité des productions. Donc on ne peut pas accepter cette situation-là. Et le bilan. On parlera des mesures à apporter tout à l'heure. Mais voilà, c'est le bilan. Et le bilan, c'est aussi sur l'adéquation entre ce que proposent les chambres et les besoins des paysans. On a l'impression que le fossé se creuse de plus en plus. Un manque de proximité et, pour beaucoup de monde, une inadéquation entre l'offre, la proposition des chambres et les besoins réels des agriculteurs. On a plein de jeunes agriculteurs à l'heure actuelle qui nous disent « Moi, la chambre, j'en ai pas besoin, elle me sert à rien. Ce qu'elle me propose ne correspond pas à mes attentes. » Donc effectivement, tout le monde cotise,
mais on a ce qui devrait être une notion de service public qui ne joue pas son rôle. N'est pas aujourd'hui, selon vous, présente. Alors, Rémi Maire, vous êtes un fin connaisseur, vous, du monde agricole. Vous l'avez vu bouger. Vous avez écrit, il y a maintenant une vingtaine d'années, en 1999, me semble-t-il, un livre déjà qui s'intitulait « Le paradoxe paysan », un essai sur la communication entre l'agriculture et la société. Quel regard vous portez sur cette évolution? Ça permet de prendre un peu de hauteur peut-être et nous dire, voilà, pas rentrer dans les débats politiques bien sûr, mais vous l'avez vu évoluer aussi cette agriculture, vous. Alors non seulement elle évolue, mais elle évolue plus que beaucoup de gens l'imaginent. C'est-à-dire qu'il y a, on dit tout de suite, même si on peut parler du bilan social, il n'en reste pas moins que la Bretagne est encore une région où on s'installe le plus, c'est une région dynamique, donc il y a beaucoup de régions qui souhaitêtre avoir cet état de fait. Plus de 500 installations par an, on va y revenir tout à l'heure. Après, on peut, je comprends bien qu'il peut y avoir des critiques par rapport à l'équipe développement, mais on a de la chance quelque part d'avoir ce potentiel-là. L'évolution, je veux dire, on la voit très très bien quand on regarde le profil des jeunes qui s'installent aujourd'hui. Il y a vraiment des choses qui font que les jeunes ne sont pas comme leurs parents, mais c'est peut-être tant mieux ou tant pis, je ne sais pas, mais c'est en tout cas une réalité. On voit aussi la place des femmes, on le voit ici à Tribune, mais qui est un des facteurs forts. Et c'est pas sur des fonctions accessoires, c'est vraiment on le voit bien autour de la table ici, c'est des gens qui revendiquent, enfin, vous revendiquez un statut plein et entier, donc c'est quelque chose d'assez nouveau. On a des jeunes qui veulent venir en agriculture, c'est quand même intéressant. Le métier reste attractif. Beaucoup de gens veulent exercer ce métier et c'est tant mieux. Y compris en Bretagne, on a cette tension-là qui est forte. Donc moi, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs de renouvellement. Alors après, ça dépasse bien évidemment, vu de mon côté, les enjeux, mais c'est sans doute aussi une difficulté pour les chambres d'avoir à répondre avec une population qui devient de plus en plus diversifiée, éclatée, avec, on n'a pas dit, mais des systèmes d'exploitation, des productions. On parle bien sûr revenir de lait, de porc, de volaille, de légumes. On ne parle pas beaucoup, ou pas assez sans doute des légumes et des maraîchers. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui font que ce milieu-là se renouvelle de manière beaucoup plus importante qu'on imagine. Alors on va évidemment avancer sur ce débat et rentrer aussi dans le fond des dossiers. La régulation des marchés, c'est l'un des points de désaccord profond entre les différents syndicats. Les marchés sont aujourd'hui très volatiles. Une décision géopolitique en Asie, un embargo en Russie et la filière bretonne, tous pour atténuer les effets de cette globalisation et redonner du pouvoir d'achat aux agriculteurs. Emmanuel Macron avait lancé les EGA, les États généraux de l'alimentation. Objectif premier, inverser le rapport de force entre producteurs et le premier acheteur en prenant en compte les coûts de production. On va écouter justement à ce sujet Jean-Baptiste Moreau, c'est le député de la Creuse et c'est aussi le rapporteur de la loi EGA. Il était dans le Finistère en juin dernier, alors ça paraît déjà loin, on l'écoute. Le premier article de ce projet de loi, c'est inverser la contractualisation. En fait, c'est le producteur qui propose un contrat à son premier acheteur et qui prend en compte des indicateurs de coût de production en plus des indicateurs de prix de marché pour permettre justement d'éviter cette vente systématiquement des produits à perte. Il y aura des contrôles, il y aura des sanctions financières si le premier acheteur refuse le contrat. Il y a jusqu'à 2% du chiffre d'affaires en sanctions si c'est prouvé que le premier acheteur refuse la signature du contrat. Et donc après, ces indicateurs de coût de production vont être déterminés par les interprofessions d'abord. Ce n'est pas l'État qui les détermine, mais les interprofessions, puisque c'est elles les plus à même. Et après, ils seront repris en cascade jusqu'au distributeur, donc pour que le prix de vente sorti de la ferme soit plus important que ce qu'il est aujourd'hui et surtout couvre les coûts de production pour que l'agriculteur puisse vivre de son métier. Alors il faisait beau, on était au beau milieu du mois de juin, tout allait bien à l'époque. Où en sommes-nous aujourd'hui? Êtes-vous les uns et les autres toujours aussi rassurés sur les annonces qui avaient été faites à l'occasion des EGA? Véronique Le Floch, cette inversion-là est-elle présente? Avez-vous des réelles attentes vis-à-vis de cela? Alors disons que la proposition de contrat en agriculture ne concerne que les agriculteurs qui livrent au secteur privé. Quand vous êtes dans une coopérative, c'est-à-dire plus de 50% des producteurs, vous n'êtes pas concerné par cette proposition de contrat. Ensuite, donc si ça ne change pas au niveau des coopératives, qu'est-ce qui permettra ou qu'est-ce qui pourra obliger un industriel privé à se déconnecter en termes de prix par rapport à la coopération? Même s'il était de bonne foi, on peut proposer les 400 € en 1000 litres, c'est-à-dire 40 centimes. Aujourd'hui, on n'est plus sur 330. Aujourd'hui, on est sur 33 centimes. Donc, forcément, Lactalis et les autres industriels privés mettront en avant ce qui est déjà écrit dans leur contrat, qu'ils restent attachés ou proches de leurs concurrents
proche. Donc, donc cette inversion, parce que c'était ça aussi, hein, réellement le fond, André Sergent, est-ce qu'on a une chance de l'avoir et est-ce qu'on peut adapter aujourd'hui justement ces coûts aux coûts de production des différentes exploitations? En fait, le gros point noir que l'on a aujourd'hui, c'est bien le revenu de nos exploitations. Et là, on voit bien en plus que le secteur de l'élevage sur l'échiquier national est vraiment très très concerné par ça. Donc ça, c'est le gros point noir et il faut impérativement trouver des solutions. Alors, moi, ce que j'entends là aujourd'hui par rapport aux États généraux de l'alimentation, on m'explique qu'a priori, il y a des signes positifs dans les tractations commerciales qui sont en cours. Nous, dans nos exploitations, on n'y voit rien pour l'instant. Mais on a aussi le droit, par moment, d'espérer et de croire. Et donc, j'imagine que rapidement, là, en ce début d'année, on verra des signes positifs, et notamment dans certaines filières comme le lait. Dans d'autres filières, c'est sûrement plus compliqué. Isabelle Alain. Oui, alors on peut espérer. Après, nous, ce qu'on attend aussi, c'est que l'État fasse vraiment son rôle d'arbitre. S'il y a des échecs, a priori, en viande bovine, c'est vrai que c'était pas forcément très bien embouteillé dans les dernières tractations. Si derrière l'État aussi met pas le haut là à un moment quand on n'arrive pas à des points d'accord, de toute façon, les producteurs resteront en situation de faiblesse par rapport aux industriels. Donc il faut vraiment que l'État aussi, dans ces cas-là, soit capable de faire le contrepoids, quoi. Et après, ça ne sert à rien si derrière, on n'est pas capable de réguler un peu les productions. Il y a aussi d'autres échelons que les États généraux, que l'échelon national. Si au niveau européen, derrière, on n'est pas en capacité de mettre en place des moyens de régulation, on n'arrivera pas de toute façon à gérer la volatilité des prix. Alors, les prix rémunérateurs sont au cœur de vos préoccupations au quotidien. André vient d'en parler là. Depuis quasiment 35 ans et l'instauration des quotas laitiers, les 1000 litres de lait sont vendus, on le disait, 330 €. Depuis la crise de 2005, le prix du porc reste au plus bas. Je suis allé voir encore cette semaine, encore le marché du porc breton affichait un prix moyen de 1,20 € du kilo. On est bien loin des 1,40 € escomptés pour couvrir les frais de production. Là encore, que faire pour réussir à trouver des prix rémunérateurs? Véronique Le Floch. Alors, si on regarde la production porcine, on n'est pas avec des prix d'il y a 30 ans, on est avec des prix d'il y a 55 ans. En lait, on est avec des prix d'il y a 30 ans. Nous, la démonstration que l'on a faite, on s'est appuyé sur les industriels. Les industriels sont toujours protégés parce qu'ils sont créateurs d'emplois. Effectivement, ils créent beaucoup d'emplois, si bien que nous, ceux qui fournissons la matière première et ceux grâce à qui ils vivent, nous sommes reculés à l'échelon arrière. Et si on regarde le secteur laitier, on se rend compte que sur les 7 dernières années, l'industrie laitière française a fait 8 années de chiffre d'affaires. Ces 8 années de chiffre d'affaires, c'est comme si un salarié avait touché 8 années de salaire en 7 ans. Et quand vous ramenez... Donc il y a des bénéfices qui sont faits quelque part. Il y a des bénéfices, il y a une augmentation de la valorisation de leurs produits. Et si on ramène ça au volume produit livré sur ces années-là, ça fait 190 € les 1000 litres. Nous, on demande à récupérer 100 € de ces 1000 litres-là. Bien sûr, conditionné à une régulation de la production, pas à l'échelle bretonne ni française, mais européenne. Régulation, on revient au retour des quotas laitiers? Alors, peut-être pas les quotas dans l'ancienne version, mais effectivement, à un moment, la FNSEA voulait libérer les énergies, voulait que les quotas sautent. On était, nous, un peu préparés. On s'est dit, voilà, attention, il y aura des conséquences. Les conséquences, on les a vues, ça n'a pas raté. Maintenant, nous, on continue à militer pour qu'on mette en place d'autres moyens de régulation au niveau européen. Là-dessus, c'est vrai qu'avec la coordination rurale, on est d'accord. Sauf que le COGECA, dont fait partie la FNSEA, ne veut pas de régulation au niveau européen. Et donc, pour nous, tant qu'on n'aura pas ces moyens de régulation, on n'y arrivera pas. Après, sur l'industrie, la Confédération paysanne, là, on a aussi levé des choses là dernièrement pour montrer un peu aussi que, effectivement, on pourra toujours réclamer qu'on soit payé correctement si des entreprises comme Lactalis planquent de l'argent à droite à gauche sur le dos des éleveurs. Et ben demain on sera compliqué de le dire, c'est vous, ça n'engage que vous. Il y a des, on apporte. Maintenant, on a transmis en fait notre enquête à la justice, donc on va voir ce que la justice va regarder. Mais c'est aussi notre travail à nous. Pas de se plaindre qu'auprès de la distribution, de faire pression aussi sur nos acheteurs qui sont l'industrie. Voilà, on avait déposé plainte, nous, contre les laiteries il y a 1 an et on est retourné voir le procureur là, parce qu'on réclame à être payé effectivement
de ce qu'on produit, quoi. Les prix rémunérateurs, hein, c'est aussi au cœur des revendications et des attentes de la FDSEA. Hein. Alors très clairement, par rapport à l'Europe déjà, on s'affiche comme étant favorable à l'Europe. Par contre, l'Europe telle qu'elle est construite aujourd'hui, on a des points de désaccord par des distorsions de concurrence, notamment sur beaucoup de sujets, le social, l'environnement et encore d'autres. Par contre, sur l'Europe, dire qu'on va revenir aux outils du passé ou dire qu'on va, nous, en France, s'enfermer entre nous, c'est pas possible. Là, il y a des nouveaux règlements qui sont écrits aujourd'hui à l'Europe, qu'on a appelés les règlements omnibus, et qui nous permettent à chaque État membre de faire un certain nombre de choses. Voilà. Et donc, en fait, ces règles, c'est quoi? Ça dit qu'il faut que les producteurs, nous, dans chaque État, on soit mieux organisés. C'est une évidence. Et à côté de ça, on peut utiliser de nouveaux outils qui sont mis à disposition de l'Europe pour pallier notamment à ce qu'on appelle les aléas. Les aléas qui peuvent être climatiques, qui peuvent être politiques, qui peuvent être économiques. Et c'est ça l'avenir un peu de notre organisation. Une super AOP aussi pour essayer de faire en sorte que les producteurs et que tous les producteurs de lait soient mieux représentés face aux centrales d'achat. Est-ce que ça aussi, c'est des choses que vous entendez, que ce soit à la Confédération paysanne ou à la coordination rurale, Véronique Le Floch? La coordination rurale a dès le départ, et avec la Confédération paysanne et l'APLI à l'époque, l'Association des producteurs de lait indépendants, créé ce qu'on appelle le France Milk Board, une AOP, une OP, une organisation de producteurs transversale. Qui était même européenne, là, qui était même européenne, mais qui aurait dû marcher, qui aurait dû voir tous les producteurs adhérer. Or, pendant ce temps-là, beaucoup d'OP verticales, donc liées aux industriels. Donc les opérateurs de production, les organisations de producteurs, pardon, les OP. Oui, alors les organisations de producteurs liées à des industriels ont été créées et essentiellement avec le syndicat majoritaire. Donc aujourd'hui, il faut non seulement qu'on concentre toutes ces organisations de producteurs ensemble, mais qu'on y inclut les coopérateurs. En fait, il faut regarder la situation en constat. Je prends sur la filière porcine. Depuis 2 ans, aujourd'hui, là, dans l'ouest de la France, le prix qui nous est payé, on est décalé de 2 à 3 centimes par rapport à nos concurrents européens. 2-3 centimes pour un élevage de 200 truies, c'est 15 000 € à peu près par an. Donc, c'est pas rien. Donc, face à ce constat, on doit se dire, le système qui est en place doit être amélioré. Et c'est ça, en fait, la logique dans laquelle on doit s'inscrire. Mais de là à considérer que tout ce qu'on a fait dans le passé, que tout ce qu'on a aujourd'hui est à rejeter, je ne crois pas forcément. Rémi, un mot justement aussi sur cette globalisation, cette mondialisation aujourd'hui galopante qu'on peut vivre dans les campagnes. Alors, ce qu'on ressent quand même quand on va enquêter chez les jeunes, c'est qu'ils sont perturbés actuellement par tout ce climat économique. C'est-à-dire que ça les bouscule. 2, ça leur fait perdre pour beaucoup d'entre eux des repères. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de mal à s'y retrouver sur les marchés. C'est complexe. Hein. C'est complexe. C'est complexe aussi à comprendre vu de l'autre côté, parce qu'à un moment donné, il y a des productions qui vont bien, après ça va moins bien. Et donc c'est vraiment une vraie difficulté. Et le risque pour eux, pour les jeunes, c'est le risque, et en même temps, c'est peut-être l'opportunité qu'ils ont, c'est qu'ils se rabattent sur les questions techniques, c'est-à-dire être le plus performant possible, rogner le plus possible sur les charges, enfin, gérer au mieux quelque part, et puis parce qu'ils n'ont pas ou peu de moyens d'intervention, enfin, ils ont l'impression, en tout cas, d'avoir peu de moyens d'intervention sur les marchés. Et donc, il y a une sorte de dilemme pour eux, là, moi je trouve même un peu dramatique pour certains d'entre eux, parce qu'ils sont tous passionnés, hein, les jeunes qui s'installent, c'est vraiment une constante qu'il faut signaler, mais en même temps, beaucoup d'entre eux ont du mal de vivre de leur passion, c'est-à-dire en tirer un revenu, beaucoup d'entre eux sont quand même... ils sont inquiets, même s'ils ont confiance dans l'avenir, et Dieu merci pour des jeunes. Oui, ils ont quand même beaucoup d'interrogations sur l'avenir économique. Eh ben, on va aller les voir, ces jeunes, justement, maintenant. Nous allons découvrir le portrait de 2 installations, une dans les Côtes-d'Armor et l'autre dans le Morbihan. Et c'est justement dans ce département que nous allons tout de suite, plus précisément à Serran, où Benjamin et Régis, 28 et 32 ans, croient à une agriculture diversifiée, une production aussi complémentaire. Ces 2 jeunes adhèrent à la Confédération paysanne et sont en passe d'accomplir leur projet, ou plutôt leur défi. Et Karine Chevrolier nous en parle. Ils voulaient un cadre de vie, un lieu riche en biodiversité, une ferme où la nature et l'agriculture pourraient devenir complémentaires. Benjamin et Régis ont donc choisi ces 75 hectares au cœur de la campagne morbihanaise. Leur projet, mettre en place un agrosystème diversifié.
En diversifiant la ferme, on considère qu'on est plus résilient face, on est moins sujet à des crises économiques que peuvent connaître des productions spécialisées. Et on est plus autonome aussi, c'est-à-dire qu'on a fait le choix que tous nos animaux seront nourris à 100% avec les produits issus de la ferme. Et on a dimensionné le nombre d'animaux qu'on allait avoir en fonction du nombre d'animaux qu'on était capable de nourrir en autosuffisance. Une installation progressive. Les vaches laitières de l'ancien exploitant vont laisser place à des bœufs, des poules pondeuses, des cochons et des grandes cultures céréalières destinées à l'alimentation humaine, avec pour enjeu maîtriser les prix. On ne veut pas qu'il y ait un client unique qui nous impose un prix unique. Aujourd'hui, les agriculteurs disent bien « je reçois ma paille de lait ». On est un des rares corps de métier où les agriculteurs, ou en tout cas le producteur, ne décide pas du prix. Voilà, donc nous, notre idée, c'est de se réapproprier le pouvoir de négociation sur le prix de nos produits. L'acquisition des terres et des bâtiments s'est faite par une foncière agricole. Aucune banque ne les aurait suivis sur l'ensemble du financement. Un projet mûri depuis leur rencontre il y a 4 ans, un parcours du combattant. S'installer aujourd'hui, c'est un sacré défi. C'est-à-dire que la politique agricole mise en place par le syndicalisme majoritaire et les gouvernements successifs depuis l'après-guerre vise aux réductions de nombre de fermes. Et en plus, il n'y a rien qui a été fait pour nous faciliter la tâche. Les chambres d'agriculture ont refusé de nous faire des stages de parrainage sous prétexte qu'on ne reprenait pas la production du cédant. On n'a rien qui nous a facilité l'installation. Les problématiques agricoles, ils en sont bien conscients. Les craintes, ils en ont, et même si le nombre d'exploitations diminue, même si les transmissions sont de moins en moins évidentes, l'agriculture, ils y croient, et la fierté d'être paysans, ils l'ont. J'ai envie de défendre une agriculture paysanne qui, à la fois, permette aux gens de bien vivre et donc soit aussi quelque chose qui attire des nouvelles vocations. Donc aujourd'hui, on sait que ça ne sera pas des fils de paysans et de paysannes, ça ne suffira pas pour renouveler la population agricole. Donc il faut qu'on attire des gens qui ne sont pas issus du milieu agricole et qui ont envie de faire ce métier-là parce qu'ils voient qu'il y a des gens qui en vivent bien. Je suis fier d'être paysan et puis ça représente, j'ai l'impression vraiment d'être au service de la société parce que produire l'alimentation pour les autres, je trouve que c'est noble comme métier. Cette ferme, Benjamin et Régis la veulent à leur image. Un lieu d'accueil avec des formations, des camps de vacances, des colonies, un lieu ouvert vers l'extérieur. Alors, il y a 500 installations comme celle-ci par an sur la région. Grosso modo, on estime qu'il y a une installation pour 3 départs aujourd'hui. C'est les chiffres. 90% des jeunes ayant bénéficié d'un dispositif d'aide pour s'installer, en l'occurrence pas les jeunes qu'on avait là dans le reportage, mais 90% des jeunes ayant bénéficié d'un dispositif d'aide pour s'installer sont toujours en activité 10 ans après leur installation. Bon, des chiffres satisfaisants, mais ces chiffres ne marquent-ils pas non plus des difficultés d'installation aujourd'hui en 2019 pour devenir un jeune agriculteur? C'est un véritable parcours du combattant, visiblement, il le disait dans le reportage. Rémi Meyer, quel est le profil aujourd'hui de ces jeunes, hein? On n'est plus uniquement sur des enfants issus du monde agricole qui reprennent l'exploitation familiale, hein. D'abord, oui, c'est ça, il n'y a plus de profil type. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'installent aujourd'hui, qui ne sont pas issus du milieu, ou en tout cas pas directement. Certains d'entre eux ne reprennent pas, quand ils reprennent, ils ne reprennent pas la ferme des parents, donc ils reprennent la ferme d'un tiers. Et il y a beaucoup de tiers aussi qui n'arrivent pas toujours à retrouver des successeurs. Des créations d'entreprises nettes, il n'y en a pas tant que ça en fait. Il y en a 15% après des installations, c'est pas rien, hein, mais c'est pas neutre. Donc on a un renouvellement qui est effectivement important. Moi, je persiste en tout cas en regardant qu'il y a une vraie attractivité, c'est-à-dire qu'il y a une volonté. Alors, je ne dis pas que c'est simple, il y a des ateliers qui sont plus importants et plus difficiles à reprendre, mais il y a une vraie attractivité du métier. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ce métier et ça, je trouve, c'est positif. Alors maintenant, il pourrait peut-être en avoir encore en plus, mais il y a vraiment une dynamique forte en plus dans cette région qu'on n'a pas qu'on a un peu moins dans notre région. On n'est pas en Creuse ou en Corrèze où là, ils cherchent sur les doigts de la main le nombre d'installés par département. Hein. C'est plus. Quels sont les freins aujourd'hui à l'installation? Alors, on a entendu, et là, pour le coup, vous étiez aussi le syndicat majoritaire qui est mis un peu en cause sur l'installation de ces deux jeunes de la Confédération paysanne dans le 56. Quels sont les freins aujourd'hui? En fait, je sais qu'on est mis en cause par rapport notamment au volet un peu administratif d'accompagnement de ce dossier-là, d'installation, qui est très compliqué, trop compliqué. Je sais que le syndicat des jeunes agriculteurs y travaille au niveau national. Et je sais aussi qu'une chambre d'agriculture, par exemple, pour installer un jeune, c'est l'équivalent de 4 000 € que l'on met par dossier pour accompagner.
Donc je ne dis pas que c'est trop, mais c'est le fait que ce soit trop lourd. Et l'autre chose, comme le disait Rémi, on voit bien aujourd'hui les installations, la typologie des installations est très différente. L'autre jour, j'étais dans une exploitation où c'était une exploitation de vaches laitières, des jeunes qui s'installent pour faire du lait de jument. Bon, voilà. La seule chose qui nous guide par contre, parce qu'on a quand même beaucoup de jeunes qui veulent venir dans l'agriculture. On a eu quand même une politique dans les chambres d'agriculture de considérer qu'on ne peut pas laisser tout les installations se faire. Savoir que ce qui nous guide, c'est un projet économique. Parce que je trouve trop dur, malheureusement, quand, dans certains cas, il n'y en a pas beaucoup, on voit des jeunes qui s'installent et qui échouent. C'est très dur. Et donc là, on peut se reprocher aussi quelque chose. C'est pour ça qu'il faut avoir une politique là-dessus qui soit assez claire, avoir un vrai projet économique. Et par contre, tous les types d'installations sont respectables. Alors faut-il aider justement les jeunes à aller vers une production ou alors qu'ils fassent un peu, je ne dirais pas dire n'importe quoi, mais sans forcément d'aide derrière je pense qu'il y a besoin d'ouvrir le champ des possibles, quoi. Et c'est vrai qu'encore, malheureusement, beaucoup de jeunes, quand ils arrivent à la Chambre d'agriculture, on les regarde avec des projets un peu différents. On les regarde en rigolant quand même un petit peu. Et quand on dit qu'on veut des projets qui soient crédibles, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on n'a pas toujours la même définition de la crédibilité, quoi. On voit certains projets qui sont très crédibles, des gens qui ont travaillé leur projet, mais qui sont sur des petites choses. Donc finalement, le risque pour eux, il est faible. En fait, il y a des engagements financiers qui sont faibles. Donc effectivement, le risque est faible. Donc le risque de les laisser y aller, quelque part, qu'ils tentent aussi des choses, je pense qu'on pourrait, à côté de ça, quand nous, en CDOA, on pointe sur certains dossiers qui, là, par contre, sont considérés très crédibles, un risque fort sur le temps de travail, c'est-à-dire qu'il y a des volumes importants, où on dit, nous, voilà... Vous êtes capable de dire aussi, attention, là, il peut y avoir un problème, quoi. Nous, on siège en CDOA, et des fois, on tire la sonnette d'alarme. Pour l'installation des jeunes. Donc c'est des commissions où l'ensemble des syndicats sont présents, l'administration, l'État. Et en fait, on regarde les dossiers d'installation des jeunes et régulièrement, on tire la sonnette d'alarme. On dit effectivement, là, il y a un problème. Vu le volume qui est prévu, ça ne va pas passer en temps de travail. Et donc, je pense qu'il y a les dossiers ne sont pas tous traités de la même manière. Le temps de travail, régulièrement, est beaucoup moins regardé que les notions économiques, des fois. Et on accepte beaucoup plus un dossier qui ne passera pas en temps de travail qu'un dossier qui, des fois... peut-être qu'effectivement le pourrait passer, quoi. Voilà. Alors le temps passe aussi ici. Et le CPI, c'est vrai qu'on... Le CPI, Voilà. Là, il disait qu'effectivement, eux, ils ont un problème, c'est que, et ce que disait André aussi, on a des exploitations qui ne vont pas demain être prises dans la même production. C'est le cas du reportage, c'est le cas de lait de jument, des gens qui reprennent qui changent d'orientation. Voilà, parce qu'il y a plein d'exploitations laitières à reprendre dans les années à venir. Il faut changer de production, des fois. Et là, on ne sait pas faire dans le dispositif d'aide. Une des problématiques, n'est-ce pas, le foncier aujourd'hui? On sait que vous luttez tous contre le grignotage justement du foncier agricole. Quelles sont les solutions aussi justement pour lutter contre ça? Disons que par rapport au foncier, la priorité numéro 1 qui était celle d'attribuer le foncier aux jeunes est passée en rang 2. Aujourd'hui, on est dans la consolidation des exploitations et c'est regrettable. Oui, il faut consolider certaines exploitations du fait de la proximité pour l'accessibilité des bâtiments d'élevage au parcours, mais n'empêche que nos jeunes ne doivent pas, quand ils reprennent des exploitations, notamment entières, se voir en fait supprimer une partie des hectares. Et là, il faut trouver un système pour que, oui, si ça arrange une autre exploitation, ils les récupèrent d'une autre manière un peu plus loin, quoi. Donc, non, là, par rapport au Chiba, par contre, c'est pas vrai quand même. Aujourd'hui, l'installation des jeunes, elle reste largement prioritaire par rapport au foncier. Largement, il n'y a aucun souci là-dessus. La seule chose, c'est qu'on a voulu donner aussi à certains agriculteurs déjà installés et qui n'ont peut-être même que 30 ans, la possibilité aussi d'avoir du foncier à leur porte. C'est ça, en fait, l'idée. Mais bien sûr, en installant. Oui, alors on voit quand même que le principal frein à l'heure actuelle, dans les jeunes que nous on accompagne, c'est l'accès au foncier. Est-ce qu'il y a une spéculation aussi sur le foncier, notamment sur le prix de la terre agricole? Il y a des gens... On est la région d'Europe. On est la région d'Europe, en Europe, où on a le prix de foncier le mieux maîtrisé. Ceci étant, il augmente. On est vrai, c'est vrai, il augmente. Mais on est quand même la région. Donc, dire que tous les outils qu'on a en place depuis déjà plusieurs années sont tous mauvais et tous jetés, je ne crois pas qu'on peut dire ça non plus. Ah non,
le schéma la régulation, la gestion du foncier, elle existe en Bretagne et c'est bien. Justement, on réclame qu'elle soit renforcée. Enfin, voilà, on jette pas ce qui est fait. Il faut qu'on garde une gestion du foncier qui soit forte, quoi, pour effectivement, si on veut installer demain, voilà. Aujourd'hui, s'installer, CDOA, tout ça doit garder un pouvoir très fort. Aujourd'hui, s'installer coûte cher pour un jeune, vos exploitations. Alors, vous êtes tous jeunes, fringants, il n'y a pas de souci. Mais le jour où vous aurez à transmettre vos exploitations, voilà, pour un jeune qui vient, on parle maintenant en millions d'euros aussi, sur des grosses exploitations. Comment est-ce qu'un jeune peut avoir accès justement à tout ça sans être forcément issu du milieu agricole? Moi, je veux m'installer. Alors moi, non, je ne suis plus l'âge, maintenant je ne suis plus un jeune. Mais les jeunes qui veulent s'installer et reprendre des exploitations, qu'est-ce que vous leur offrez? Alors, disons qu'il faut distinguer deux types d'installations. Il y a les installations de jeunes, même issus hors cadre familial en général, qui vont s'installer sur des plus petites structures avec des circuits courts, de la valeur ajoutée. Des exploitations facilement transmissibles, je dirais. À côté, on a des exploitations dans lesquelles des jeunes s'installent pour agrandir un outil. Et le capital apporté lors de l'installation sert en général au développement de cette exploitation, c'est-à-dire soit on refait du neuf avec l'ancien, soit on fait du neuf à côté de l'ancien, et on donne une certaine valeur qui va croissante pour l'outil. Et c'est là que, dans ce type d'installation, qui sont souvent sous forme sociétaire, quand on a les premiers départs en retraite ou de manière anticipée des exploitants les plus âgés, ce jeune se trouve confronté soit à racheter des parts, soit à devoir trouver un associé. S'il rachète les parts, il doit passer dans le salariat. Et la quantité de travail offerte par le salarié n'est pas la même que celle offerte par un associé. Et là, on se retrouve à un problème de valeur de reprise où le jeune doit reprendre sur 12-15 ans un outil qui a été créé sur 40 ans. Alors là, nous mettons en avant le crédit transmission. Il faut que le cédant prenne ses parts de responsabilité pour faire en partie le banquier. Et pour que la durée qui est encadrée par ce dispositif ne soit plus de 8 à 12 ans, mais de 12 à 15 ans. Bien sûr, le cédant doit faire en sorte que l'outil qu'il a constitué ait une valeur pour ne pas laisser un cadeau empoisonné aux jeunes. Alors, sur ce sujet de la transmission, en fait, qui est très important, sachez que dans le secteur de l'élevage aujourd'hui, en moyenne, c'est de l'ordre de 500 000 € le capital d'exploitation à reprendre. Donc c'est énorme. Il y a un premier problème, c'est le niveau de retraite des cédants. Avec les retraites lamentables qu'ont nos agriculteurs aujourd'hui, c'est normal qu'ils essayent de valoriser leurs biens. Je peux le comprendre. Par contre, de l'autre côté, les jeunes, on devra être vigilants par rapport à l'installation notamment et à la transmission, parce que en dehors du montant, il y a aussi le problème de la vétusté des outils. Et là, on ne peut plus laisser non plus, dans certains cas, laisser des jeunes partir avec des outils qui sont trop vieillissants. Ça, ce sont des sujets cruciaux pour l'avenir de nos filières agricoles. Isabelle, on reparlera tout à l'heure. Je vous propose de découvrir un autre jeune agriculteur installé depuis peu. C'est un jeune agriculteur, un GIA, justement rencontré dans les Côtes d'Armor. Et c'est Mathilde Kenner qui a eu la chance d'y aller. Avec son frère, ce jeune agriculteur a repris l'exploitation de ses parents. Ils ont décidé de convertir une partie de la production en agriculture biologique. Pour autant, cette méthode n'est pas l'avenir selon cet exploitant. J'ai des voisins qui sont conventionnels et le système est tout à fait justifié. Les gens qui ont un pouvoir d'achat plus faible, il faut qu'ils puissent continuer à manger. Et notre agriculture conventionnelle est très saine en quelque sorte, puisqu'on a la preuve par plusieurs enquêtes que c'est une des plus saines en Europe et dans le monde. Pour les élections aux chambres d'agriculture, les jeunes agriculteurs et la FNSEA présentent une nouvelle fois une liste commune. En 2013, il s'était imposé comme le premier syndicat agricole, notamment en Côtes d'Armor. Confiant, oui, parce que le travail qui a été fait et puis les mobilisations que l'on a faites depuis quelques années sont aussi le résultat d'un travail et d'une proximité du terrain et de la compréhension, parce qu'on est tous éleveurs. On va surtout travailler sur les états généraux dans les 6 ans qui viennent, qu'elles se mettent bien en application, qu'il y a une partie du marché qui peut être en bio, mais pas tout. À Trégono, cet agriculteur souhaite propulser la coordination rurale à la Chambre d'agriculture des Côtes d'Armor pour négocier davantage de régulation dans les productions. C'est le syndicat qui est majoritaire, qui est interrogé par l'État pour définir la politique agricole qui est mise en place par l'État.
Donc si on a un syndicat qui est pour une libéralisation à outrance, qui est pour la mondialisation, on voit bien où on va. Pas vraiment un secteur aujourd'hui qui fonctionne correctement. Tandis que si vous avez un autre syndicat, que ce soit nous, que ce soit la Confédération paysanne, plus proche d'une agriculture familiale, ça change complètement la donne. Selon les prévisions, l'abstention pourrait être importante. Les élections se déroulent jusqu'au 30 janvier. Alors on voit là une autre exploitation, un modèle différent de la première installation qu'on a pu voir tout à l'heure dans le Morbihan. Rémi Maire, justement, il y a un décalage entre ces différentes tailles d'installation et d'exploitation aujourd'hui, notamment même dans le milieu des jeunes agriculteurs. Hein. Alors il y a un décalage entre les différents types, on vient de le voir, mais il y a surtout, puisqu'on n'a pas une reprise de 1 pour 1, et ce qu'on constate au moment de l'installation, c'est que c'est l'occasion d'évolution très très forte des structures. Moi, j'ai pu constater, à ma grande surprise, d'ailleurs aussi, parce que je ne pensais pas que c'était à ce niveau-là, que les troupeaux, par exemple, on passe de 40, 50, 60 vaches à très facilement à plus de 100, 120, 150, par le seul fait qu'il y ait des regroupements de troupeaux, parce que les vaches sont encore là et les troupeaux se fusionnent. Donc on a des évolutions fortes de structure. Et aujourd'hui, on peut passer facilement sur 1 million de litres quand les exploitations étaient plus à 300. Donc on a une évolution forte des structures qui posera d'autres problèmes sur les investissements, mais aussi qui pose des problèmes de quantité de travail, d'organisation du travail, puis de volume simplement, et puis de rapport aux salariés, par exemple. Ça veut dire qu'effectivement, dans les structures, la question de l'automatisation des salariés est posée. En une phrase, quelle est, vous, à chacun des 3 syndicats, je dirais, la mesure qui va favoriser l'installation aujourd'hui des jeunes? Véronique Lefloc, coordination rurale. Alors, ce sont les prix. Les prix, avec des prix, de bons prix, grâce à une régulation des productions, on aura du revenu. Grâce au revenu, on peut créer de l'emploi. Et ainsi, on répond à 2 défis, le défi économique et le défi social. André Sergent. Pour moi, c'est la rentabilité dans les productions. Moi, je cite un exemple. Les serristes, ils ont de la rentabilité et ils n'ont pas de problème dans le renouvellement. Donc nous, dans le secteur de l'élevage notamment, ou du légume des fois, il faut qu'on soit dans ces logiques-là. Isabelle Alain. Effectivement, la question du revenu et aussi la question de comment j'envisage ma ferme demain. Changer de paradigme, arrêter de penser volume et se dire que la ferme, c'est un ensemble complexe et que sur une ferme, on peut répondre à tous les enjeux environnementaux, sociétaux demain. Si on met le paysan au centre de sa ferme, en pensant à l'autonomie de sa ferme, etc., on arrivera à avoir des fermes qui soient résilientes et qui permettent aux gens de vivre bien en temps de travail et en économie. On va parler maintenant, je dirais, de l'autre côté de la chaîne, justement. Là, on voit de l'installation. La Chambre d'agriculture du Finistère a mis en place, il y a un peu plus d'1 an, un dispositif pour aider aussi les exploitations en difficulté à quitter le monde agricole. Est-ce que cette opération a fonctionné? Quel bilan vous en tirez? Et je vais demander votre avis justement à la coordination rurale et puis à la Confédération paysanne. Une aide justement au départ. En fait, malheureusement, dans le métier, on a des situations qui sont très compliquées. Et ce qu'on a voulu mettre en place, tout simplement, c'était en lien avec les propositions de notre président de la République, qui avait parlé aussi du droit au chômage pour les agriculteurs. De cette idée, dans le Finistère, on est parti voir nos députés et imaginer un scénario où on puisse aussi mettre une prime quelque part pour la reconversion. Et c'est ce qu'on a fait dans 13 exploitations dans le Finistère, en test, et avec un résultat, entre guillemets, très positif, parce que c'est jamais positif d'amener les gens en dehors du métier, mais vu les conditions, très positif, parce que ces gens-là ont facilement, je vais dire, retrouvé du travail et me disent aujourd'hui souffler et retrouver en fait une vie normale. Mesdames, à la coordination rurale et à la Confédération paysanne, justement, là-dessus, sur ces questions des difficultés aussi. On sait, dans nos campagnes, surtout ici, peut-être aussi en Bretagne, qu'il y a des situations qui sont extrêmement difficiles. Moi, je trouve très dommage qu'on soit obligé d'accompagner vers la sortie des agriculteurs, surtout quand ils ont de beaux outils, et c'est le cas de certains, j'en connais. Du coup, je me pose la question, si ces outils-là n'étaient pas rentables pour l'exploitant en place, pourquoi ils le seraient pour d'autres personnes ? Du coup, la question c'est, est-ce qu'au niveau formation, sortie des écoles d'agriculture, c'est suffisant ? Ce sont des remontées de terrain que l'on a là lors des apéros de campagne. Maintenant, il y a un outil qui est très peu utilisé et que nous, on met en avant à la coordination rurale. J'ai aidé beaucoup d'agriculteurs à remplir des dossiers avec le médiateur des crédits qui dépend de Bercy. Et
qui a permis de trouver des solutions, de restructurer les outils et de relancer, d'accompagner les éleveurs. Donc les éleveurs... Il y a encore des solutions. Les départs ne sont pas toujours économiques. Il y a aussi des départs sociaux. Voilà, sur ce dossier-là, nous, c'est vrai que nous, on travaille avec Solidarité Paysan à la Confédération Paysanne depuis longtemps, depuis 20 ans. Solidarité Paysan a une expertise dans l'accompagnement des agriculteurs. Alors après, effectivement, ça peut être accompagné vers une sortie quand elle est inévitable. Maintenant, entre les deux, il y a sans doute régulièrement, on arrive à faire en sorte que des exploitations continuent en travaillant sur l'autonomie, en aidant les fermes en fait, à faire une transition et un accompagnement technique. Et celui-là, il est aussi important pour que certains restent en place, quoi, dans de bonnes conditions. Il nous reste moins de 4 minutes pour parler. Après d'où, la région Bretagne rentre au capital d'une entreprise agroalimentaire. La Bretagne, nouvel investisseur du groupe coopératif Dossi, basé à Tex-Noyalo, près de Vannes. Cet apport doit permettre de renforcer l'assise de la Bretagne dans ce secteur et notamment dans la filière œufs. Karine Chuvroli était sur place le 10 janvier. On regarde tout de suite son reportage. Il y a 2 ans, le groupe Dossi ouvrait le capital de sa société de production œufs et légumes aux investisseurs. Une démarche suivie par la région Bretagne qui accordait alors une avance de 5 millions d'euros. Aujourd'hui, elle réinvestit cette somme en entrant au capital du groupe. Il y a 3-4 ans, 80% de notre temps était consacré à des crises, à des situations difficiles, à des accompagnements d'hommes et de femmes qui perdaient leur boulot, à des entreprises qui fermaient. Aujourd'hui, 80% de notre accompagnement, c'est du développement. C'est des nouveaux sites, des nouvelles entreprises, de nouveaux emplois, de l'accompagnement d'hommes et de femmes qui doivent aller vers de nouveaux métiers. Et cette entrée au capital à 2,5% est un symbole, un message que nous voulons adresser et au monde agricole et au monde de l'agroalimentaire. Car la région veut faire de la Bretagne le leader du bien manger. Cette entrée au capital de Dossi va notamment permettre à la coopérative d'accompagner les producteurs de Breton vers une production dite alternative. On les accompagne sur cette transformation parce qu'il y a des gens qui ont quand même investi des sommes très importantes jusqu'en 2012 dans des bâtiments cages. Et en suivant les amortissements des bâtiments, donc il y a un échéancier qui est fait aujourd'hui et puis accompagner des producteurs à transformation de leur élevage. Et après, il y a des sites qui correspondent à faire du plein air, il y en a d'autres à du bio, il y en a d'autres du sol. Donc il y a une étude qui est faite chez chaque producteur pour voir quelle sera leur production de demain. Aujourd'hui, 30% du site de Plohermel est approvisionné en production alternative. D'ici 2025, Dossi s'engage à sortir du modèle de l'œuf de poule en cage. L'État interventionniste, est-ce le rôle de la région que d'investir dans les entreprises de l'agroalimentaire? Est-ce normal? De toute façon, là, le montant, il est très faible. Par contre, pour moi, c'est très clair, c'est quand même un signe fort que nos décideurs politiques sur nos régions s'engagent auprès des entreprises et des coopératives pour investir. Isabelle Alain, la Confédération Paysanne, c'est normal? Oui, enfin, c'est normal avec certaines conditions. L'alimentation, c'est un enjeu très fort de santé publique aussi demain. Donc que l'État s'engage dans l'agriculture comme dans les entreprises pour aider à la transition et produire une alimentation de meilleure qualité demain pour tous, et ben oui, il y a un enjeu qui paraît essentiel pour nous, pour tous. Voilà. Véronique Lefloc. Est-ce qu'on a réglé le problème? Est-ce qu'on s'est posé la question de l'origine du problème? On a des outils essentiellement coopératives qui, à chaque fois, je ne vais pas dire se plantent, mais dans beaucoup de cas. Et à chaque fois, on est dans des modèles, dans des logiques d'intégration verticale où l'objectif principal est de faire une production de masse pour approvisionner l'aval. Et l'aval, c'est tellement diversifié, a tellement grossi, est parti dans des montages que plus personne ne peut comprendre. Alors qu'on serait resté dans du privé en général, l'argent serait resté là et aujourd'hui on ne sait plus, mais il faut remettre tout à plat, voir si des fois c'est pas rescinder les activités et respécialiser. Alors, on arrive vraiment au terme de l'émission. En une phrase, on parle beaucoup d'agribashing. Les associations antispécistes, L214 et d'autres sont aujourd'hui en avant-poste, notamment côté médiatique. Quel regard portez-vous justement là-dessus? André Sergent? Déjà, c'est complètement injuste ce qui se passe par rapport à tout ce qu'on appelle l'agribashing. Aujourd'hui, on voit bien que ça nous dépasse complètement. Maintenant, c'est une réalité. Et pour ça, je crois qu'on doit poursuivre les actions que l'on mène, notamment de communication, avec des associations comme Agriculteurs de Bretagne et des portes ouvertes. Isabelle Alain.
Effectivement, il y a un souci parce que le monde de la ville et le monde de la campagne ne se comprend plus et le fossé se creuse. Maintenant, on a aussi nos torts dans les pratiques agricoles qu'on a mis en avant, qu'on a développées en Bretagne depuis de nombreuses années. Donc il faut qu'on se remette en cause et qu'on travaille dessus. Il faut aussi qu'on fasse gaffe. Le modèle agricole que veut nous proposer la FNSEA demain, encore, c'est des fermes de 250-300 vaches, quoi. Et donc c'est un modèle, c'est des vaches en bâtiment. On a beau nous dire elles seront bien. Je ne suis pas sûre que ça corresponde aux envies et à ce que veut la société demain. Véronique Le Floch. Moi, je pense qu'il faut mettre davantage en avant l'exception agricole, la qualité de nos produits. On doit être plus sur l'offensive que sur la défensive. On sait qu'on a plus de 88% des consommateurs qui sont favorables à notre agriculture. The Economist nous classe encore parmi l'agriculture la plus durable au monde. Donc, par rapport au gaspillage, par rapport à beaucoup de critères, on est loin devant les États-Unis qui sont en 26e place ou la Chine reléguée en dernier lieu, mais n'empêche que mettons en avant nos atouts, quoi. Rémi Maire, un mot sur cette émission qu'on a pu avoir là, 52 minutes de débat autour de cette agriculture de demain. Juste pour terminer là-dessus, je crois qu'il ne faut pas oublier que les Français, les Bretons ont une bonne image globalement de l'agriculture. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des attentes ou des critiques au sens noble du terme, c'est-à-dire des attentes qui ne sont pas satisfaites, où ils voudraient, je sais pas, plus d'environnement, mais il y a globalement un crédit de confiance important, et il est d'autant plus, ce crédit est d'autant plus important qu'on est à l'échelle locale, c'est-à-dire que plus on s'éloigne finalement des agriculteurs, et moins on a confiance, plus on s'en rapproche. Donc c'est aussi une raison de faire pour que les agriculteurs se rapprochent eux-mêmes des consommateurs qui sont leurs voisins quelque part. Merci Rémi Maire d'avoir participé à cette émission. Il nous reste un peu moins de 2 minutes. Je vais vous offrir 30 secondes pour une carte blanche, pour dire voilà, quels sont aujourd'hui vos arguments pour convaincre le monde agricole de voter pour votre syndicat. Véronique Le Floch. Alors moi je dirais en 2 mots, les chambres d'agriculture existent grâce aux agriculteurs, elles doivent fonctionner avec et pour les agriculteurs, et si on gagne les élections chambres, on attend beaucoup du terrain pour agir pour eux. André Sergent. Moi, je dirais que, en fait, déjà, la première chose, j'ai la chance d'avoir un renouvellement à 50%, donc des nouveaux, qu'on a une représentativité de l'ensemble du territoire du département, des productions aussi qui sont très différentes dans le département. Et enfin, je crois que ce métier, il faut toujours de la passion, certes, mais il faut aussi de l'ambition, et l'ambition notamment d'avoir des revenus dignes de ce que l'on attend. Isabelle Alain. Le métier de paysan est un métier qui peut être très enthousiasmant. Et effectivement, on a plein d'enjeux, plein de défis à relever demain. On est capable de les relever sur nos fermes. Maintenant, on les relèvera si on travaille en collectif, si les chambres d'agriculture, collectivement, on est capable de donner un cap aux paysans pour les changements qui vont être à venir. Si on le fait ensemble, on est convaincu que ça peut être un chouette défi et que demain, on peut avoir un métier où on s'épanouit. Donc effectivement, demain, à la Confédération paysanne, on veut être présent aux chambres d'agriculture pour donner ce cap-là aux paysans. Merci à vous quatre d'avoir participé à cette émission. Alors on aurait eu beaucoup de choses à dire, on n'a pas évoqué les gilets jaunes, le Brexit et toutes ces questions qui sont liées à la production sur notre territoire et à l'actualité aussi qui fait notre territoire. Quoi qu'il en soit, on suivra bien sûr l'issue de ces élections aux chambres qui se déroulent jusqu'au 31 janvier 2019. Voilà, merci à tous d'avoir participé. À très bientôt sur vos chaînes locales TVO et TV Sud.